Jeudi, BFM Business se rend au Carrousel du Louvre à l'occasion de la convention annuelle de l'Association nationale des conseils financiers. Intégral Placement, 10h midi et Intégral Bourse, 15h-18h, donneront la parole aux experts financiers pour comprendre les évolutions de ces métiers et de leur écosystème. Intégral Placement et Intégral Bourse depuis la convention Anacofi, jeudi, 10h midi et 15h-18h, exclusivement sur BFM Business. BFM Business, 10h midi, l'émission 100% placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur. Ravi de vous accueillir sur l'antenne de BFM Business au cœur d'Intégral Placement, 2 heures d'expertise pour gérer au mieux votre argent. Tout de suite, on file à la convention de l'Anacofi. BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on retrouve depuis cette convention de l'Anacofi qui se tient aujourd'hui à Paris du côté du Carrousel en partenariat avec BFM Business, notre envoyé spécial Aïcha Missi. Mais oui Cédric, je suis au Carrousel du Louvre pour la convention annuelle de l'Anacofi. BFM Business est partenaire de cet événement. L'Anacofi, c'est l'association qui représente les conseillers financiers et je suis avec son président David Charlet. Merci David d'être avec nous. Vous représentez donc les conseillers financiers, les CGPI. Quelle est la place des indépendants, David Charlet, dans un marché d'épargne en France qui est totalement dominé par les grandes banques de réseau? Le rapport de force n'est pas le même. Alors le rapport de force n'est pas le même, c'est pas vraiment un rapport de force, c'est un positionnement différent. Et ce que l'on a vu dans les 10 dernières années, c'est qu'on est passé d'une part marginale à une part qui représente à peu près 10% du marché de tout ce qui touche à l'épargne ou à l'investissement des particuliers, et à peu près la même chose dans l'accompagnement des entreprises. Donc on a trouvé notre place. Il ne faut pas imaginer que ce marché fera 70%, ça n'a pas de sens de toute l'épargne et de tout le patrimoine français. Mais si, on a trouvé notre place. On a même d'ailleurs trouvé une place dans l'échange avec ces institutions de type bancaire. On n'est plus dans l'opposition. L'époque de l'opposition, je pense qu'elle est révolue. Elle est dans le complémentarisme, ce qui n'empêchera pas qu'on pourrait être en opposition avec une banque, une agence bancaire locale. Mais à l'échelle du marché, la place est trouvée, je pense. On va parler évolution réglementaire, c'est une des principales thématiques qui va être abordée pendant ce salon. Je pense notamment aux évolutions réglementaires européenne, à PRIPS, ce texte qui vise à améliorer l'information et la protection des épargnants. Quel impact ces évolutions réglementaires en cours ont-elles sur le métier du conseil et d'intermédiation ? Alors là, par contre, elles en ont beaucoup. Elles en ont beaucoup, mais elles ne concernent pas que nous. Elles concernent, vous parliez des banques juste avant, elles concernent les banques, elles concernent les compagnies d'assurance, elles concernent tout le monde. Donc la problématique, c'est que nos entreprises sont réputées, et c'est souvent vrai, plus petites que ces grandes instances ou ces grandes structures qui ont beaucoup de moyens à mettre dans la compliance. Donc ça, l'impact est mécaniquement fort pour des gens qui doivent en même temps s'occuper de la compliance, de la production client, de la gestion de leur cabinet souvent, et qui sont que en moyenne un peu moins de 6 par entreprise, donc vous voyez la lourdeur. Ceci étant dit, cet impact est amorti par nous. C'est que nos organisations professionnelles, avec les années, ont mis en place les services de compliance qu'on trouvera parfois à l'intérieur d'un siège social d'un grand groupe. Donc nos organisations les accompagnent plus qu'avant, et du coup, jusqu'à maintenant, on a réussi à résoudre les problèmes que ça aurait pu poser à l'échelle de l'ensemble du métier. Ce qui ne veut pas dire que certains ne plient pas devant ça, mais la majorité trouve la réponse pour pouvoir revenir sur le sujet central qui est leurs clients. Après les évolutions réglementaires, on va parler des évolutions technologiques. Donc vous représentez les CGP au sens très large. Et face à eux, on voit la montée en puissance des fintech, des robots advisors, destinés à un public peut-être plus jeune, plus connecté. Comment est-ce que vous appréhendez cela ? C'était un peu l'objet du débat. Là, on vient d'en débattre pendant quelques minutes. Ça se passe bien. Voilà, on a voulu, par une espèce de logique un peu fantasmagorique, dire qu'il y avait une opposition. Mais là, encore une fois, je rappelle qu'une fintech qui veut faire notre métier doit rentrer chez nous. Vous avez dans la salle des fintech membres de l'Anacofi qui sont conseils en gestion de patrimoine. Juridiquement, ils ont les mêmes agréments que les autres. Et il y a eu 2 phénomènes. La première chose, il a fallu qu'ils se plient aux mêmes règles que les autres. Et la deuxième, quand ce sont de purs outils, mais en fait les autres les ont utilisés. C'est donc devenu un outil interne à nos cabinets. Et ce qui est une vraie révolution dans les 2 dernières années, c'est que le taux d'équipement en outils numériques a bondi, véritablement bondi. Alors on n'a pas le temps de discuter là, mais je peux vous assurer que ça a bondi de façon très puissante et qu'on ne l'avait même pas imaginé. Mais en fait, on les a intégrés comme outils principalement. Et il y a quelques entreprises sur des modèles très numériques et elles ont les mêmes problèmes que les autres et elles vous diront notre problème. Mais c'est la réglementation. C'est marrant, c'est la même
même chose que les CGP vus comme étant plus classiques. Merci beaucoup David Charlet. Merci. Cédric, nous on se retrouve dans même pas une heure avec Jean-Jacques Olivier, le président de l'Anacofi IMO. Et bien voilà, on continue bien sûr à suivre cette convention de l'Anacofi qui se tient en partenariat avec BFM Business au cœur de Paris, au Carrousel du Louvre. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et vous le savez, ce matin, BFM Business vit aussi au rythme de la convention de l'Anacofi qui se tient en partenariat avec BFM Business. Et sur place, c'est Aïcha Missi qui est notre envoyée spéciale. Et oui Cédric, je suis toujours à l'Assemblée Générale de l'Anacofi et je suis avec Jean-Jacques Olivier, le président de l'Anacofi IMO. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez les professionnels du secteur IMO. Donc pour débuter, un petit point conjoncture Jean-Jacques. 2016, tous les experts s'accordent à le dire, a été une année exceptionnelle sur le front de l'immobilier, tant sur les transactions que sur les volumes de crédits octroyés. Et là, 2017, on voit une hausse des prix dans les plus grandes villes de France. On voit que les taux commencent bel et bien à remonter. Quelle est votre lecture du marché IMO pour le prochain semestre, Jean-Jacques ? Le prochain semestre sera bon, indéniablement, parce qu'aujourd'hui, les taux, certes, ont remonté, mais ils ne sont pas encore trop hauts. Donc, ce qui donne beaucoup de compétitivité à l'immobilier. Et quant au prix, effectivement, quand l'immobilier marche, les prix ont tendance à augmenter. Mais cela ne durera pas, puisque l'augmentation des taux va automatiquement faire baisser le prix de l'immobilier. Je vais juste donner un exemple. Depuis 2011, les taux ont baissé. C'est l'équivalent à peu près de 25% de pouvoir d'achat supplémentaire pour un investisseur. À partir du moment où les taux vont augmenter, automatiquement ce pouvoir d'achat va disparaître et les professionnels ou les vendeurs d'immobilier seront bien obligés d'aller vers une baisse du prix. Donc l'augmentation des taux n'est pas une mauvaise chose par rapport au prix de l'immobilier. Vous le savez, l'immobilier est une passion française, l'investissement locatif est le placement préféré des Français devant l'assurance vie. Sauf que là, on a les rendements à Paris qui s'érodent, on a l'encadrement des loyers à Lille, à Paris. Quelles propositions pourriez-vous faire aux principaux candidats à la présidentielle pour faire que l'investissement locatif reste le placement préféré des Français ? Alors effectivement, tout simplement de faire des réformes structurelles. Parce que si aujourd'hui l'immobilier marche bien, c'est grâce à l'augmentation à la baisse des taux. C'est une baisse historique. Or, on sait pertinemment que cette croissance qu'on a aujourd'hui, elle ne peut pas durer. Ça ne durera pas. Donc il faut s'attaquer à des facteurs structurels. Alors effectivement, vous parlez d'encadrement des loyers. Les encadrements des loyers, c'est des mesures qu'on a utilisées en 1914, en 1948, après-guerre, où il fallait lutter contre un risque d'inflation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on voit très bien que sur Paris, certains ont bénéficié d'encadrement des loyers dont ils n'avaient pas besoin et d'autres même, ils ont vu leur loyer augmenter. C'est une mesure qui n'est pas vertueuse pour l'immobilier. Je pense que c'est une première mesure à laquelle s'attaquer d'un point de vue symbolique, et elle est très très forte, c'est celle-là. Après, indéniablement, si on veut faire baisser l'immobilier, il faut développer l'offre. Développer l'offre, c'est à trouver des solutions pour libérer les fonciers, il y en a, permettre, si vous voulez, de réduire les normes pour que les professionnels puissent produire plus. En développant l'offre, automatiquement, on arrivera à faire baisser les prix. Ça, c'est pour l'immobilier neuf. Mais il y a aussi l'immobilier ancien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'ancien. Il faut permettre à tous d'accéder à la rénovation énergétique. Nous avons des solutions. Nous, l'Anacofi IMO, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que ce qui nous intéresse, c'est l'actif, la valorisation de l'actif. Voilà. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer, nous avons quasiment finalisé un rapport avec une dizaine de propositions qui va s'orienter, qui va être présenté à l'ensemble des candidats à la présidentielle pour voir un petit peu comment ils vont réagir et puis donner, je dirais, cette évolution de l'immobilier en termes de valeur. On parle souvent de valeur de la valeur de la propriété, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est un bien de rendement, presque une rente, alors que de plus en plus, ce qui va prédominer dans l'immobilier, c'est tout ce qui va tourner autour de l'exploitant, autour de l'occupant, ce qu'on appelle de la valeur d'usage. Et le passage de la valeur immobilière telle qu'on l'a connue ces dernières années au passage de la valeur d'usage fait que les réflexes de l'immobilier seront différents et qu'il y a des fondamentaux sur lesquels il faudra revenir, notamment dans un équilibre que nous avons aujourd'hui sur les rapports bailleurs-locataires.
Si on parle des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, on nous cite souvent Le Bon Coin, PAP comme étant les plus grands concurrents de ces agents immobiliers. Comment revaloriser l'offre que peuvent nous proposer les agents immobiliers ? Cette question me fait énormément plaisir parce que, à l'évidence, le métier traditionnel de l'agent immobilier ne va pas continuer tel qu'il est aujourd'hui. Il va falloir que l'agent immobilier apporte une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée ne peut passer que par le conseil. Et là, vous tombez dans la spécificité de notre métier, puisque je rappelle que nous ne sommes pas des agents immobiliers, mais des conseillers en gestion de patrimoine, et que quand on aborde l'immobilier, on l'aborde de l'ensemble du patrimoine de l'investisseur, à la fois sur l'ensemble de ses actifs, mais à la fois aussi sur ses stratégies, que ce soit de succession, que ce soit de donation, etc., etc. Et là, effectivement, vous avez une valeur ajoutée par rapport à l'orientation immobilière. En résumé, je pense que si une personne a besoin juste d'avoir un bien immobilier, avec tous les outils numériques qu'il y a aujourd'hui et toutes les plateformes, il y trouvera son bonheur. Et puis, quand il aura besoin de conseils, de stratégies, alors il aura les professionnels de l'immobilier. Voilà, donc les professionnels de l'immobilier, même les agents immobiliers, doivent évoluer vers un ensemble de services, un ensemble de conseils pour faire perdurer leur métier. Merci beaucoup Jean-Jacques Olivier, président de l'Anacofi IMO. Et Cédric, c'est à vous. On vous retrouve cet après-midi bien évidemment au cœur de cette convention Anacofi en partenariat avec BFM Business, convention qui se tient au Carrousel du Louvre à Paris. BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. La Fed qui reste bien sûr l'événement, l'un des événements marquants de cette semaine, et cette hausse de taux qui est passée plutôt en douceur du point de vue des marchés financiers. Ça fait partie des sujets qui sont discutés dans les allées du salon et du congrès annuel de l'Anacofi qui se tient aujourd'hui à Paris. Aïcha Missi est notre envoyée spéciale sur place. Le salon de l'Anacofi, donc, qui est un des salons professionnels de l'industrie de la gestion et des métiers de conseiller financier à Paris, donc, et Aïcha Missi qui se trouve aux côtés du président de Montpensier Finance. Je suis toujours au salon de l'Anacofi avec Guillaume Dard, le président de Montpensier Finance. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous. Alors on se retrouve au lendemain d'une nouvelle hausse des taux de la Fed. Janet Yellen a remonté les taux de 25 points de base, ce qui situe la fourchette entre 0,75% et 1%. Sauf que quand on regarde les réactions de marché après la conférence de presse de Janet Yellen, après les communiqués de la Fed, on n'a pas vu de grands mouvements de marché. On a eu des marchés actions US qui étaient en petite hausse, on a eu une légère détente sur les taux courts US, on a eu un dollar qui est en petite baisse également. Comment est-ce que vous jugez ça ? Est-ce que le fait de remonter les taux n'est plus un événement, c'est devenu un non-event pour les investisseurs ? Vous êtes très exigeante, Aïcha, parce que le marché européen, en tout cas dans la matinée, a été assez euphorique. Le jeudi, c'est un jour de renversement, donc on peut comprendre ce qui s'est passé. Mais Madame Yellen, elle a prévenu, vous savez, elle arrive à l'aéroport 3 heures avant quand elle a un avion à prendre. Elle a tellement prévenu le marché qu'effectivement, elle a réduit la portée de l'événement, mais le marché l'a bien pris. Vous avez vu quand même le S&P, on est revenu vers les plus hauts hier soir. Donc on peut considérer qu'elle a bien fait son travail de communication et qu'elle commence à bien faire le travail de communication pour le reste de l'année 2017. Pour 2018, effectivement, je ne suis pas sûr que le marché pensait qu'on allait immédiatement de 3 points, mais on allait avoir 3 hausses de taux. Mais le marché a compris que la Fed était rentrée dans sa phase de durcissement, ce qui est logique. Alors justement, Janet Yellen a annoncé 2 hausses de taux encore cette année, 3 hausses de taux l'année prochaine. Comment vous jugez ce scénario ? Est-ce qu'il est optimiste ? Est-ce qu'il est prudent ? Et surtout, Guillaume, dans quelle mesure Janet Yellen et le FOMC a-t-il intégré le programme de Donald Trump dans ses prévisions ? Oui, alors pour l'instant dans le programme, il y a eu beaucoup de tweets et pas beaucoup de vrais lancements de décisions de la part de Donald Trump et de son gouvernement, même on pourrait dire des choses contradictoires. Donc là, on devrait en savoir un peu plus. Est-ce qu'il va mener une politique un peu risquée ou de relance alors que l'économie américaine va très bien, ce qui obligera Mme Yellen à durcir davantage les taux d'intérêt, sachant néanmoins qu'elle ne sera pas là l'année prochaine. Donc il y a beaucoup d'hypothèses à traiter. Il ne faut pas qu'il y aille trop fort, sinon on peut avoir un durcissement trop important de la politique monétaire. À un stade d'une économie américaine qui va bien, où le chômage est très bas, où l'inflation pointe son nez,
où la croissance est très convenable et où on a cette possibilité de relance très forte, c'est un scénario équilibré entre la politique budgétaire et la politique monétaire à ce stade. Mais comme vous l'avez dit, M. Trump préservera des surprises. Un petit mot du pétrole et des matières premières. Les cours du brut ont chuté de quasiment 10% depuis les plus hauts de l'année. Hier, on a eu un léger rebond après une baisse des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Mais concrètement, comment est-ce que vous analysez cela, malgré les accords d'Alger, malgré les accords de Vienne sur une réduction de la production de pétrole des pays de l'OPEP et de la Russie? Comment est-ce que vous jugez ça? En fait, on le comprend tous, il y a cette offre complémentaire américaine qui avait du gaz et du pétrole de schiste qui avait contribué à faire baisser les prix assez fortement. L'année dernière, il y avait aussi un problème de la demande. Là, l'offre OPEP est moindre, mais l'offre américaine repart. Donc c'est un peu mécanique. Mais l'élément le plus important, c'est difficile de prévoir le cours du pétrole, mais c'est important d'en analyser les conséquences. Les conséquences, c'est qu'un pétrole trop bas, on l'a vu l'année dernière, c'est très mauvais pour de grands pays, dont les États-Unis. C'est la fable, je l'ai déjà dit, de boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or, c'est l'économie mondiale, et les trois ours, c'est l'Amérique, la Russie, l'Arabie saoudite. Et pour ces pays, il faut que le pétrole soit à un prix convenable. Donc si c'est comme dans Boucle d'or, si la soupe est trop chaude, c'est-à-dire le pétrole très haut, on a une récession. Si le cours du pétrole est bas, on a une récession. Et s'il est trop haut, on a aussi une récession, paradoxalement. Donc il faut qu'on reste dans cette zone d'équilibre, sinon ça remet en cause un certain nombre de scénarios. L'Arabie Saoudite n'accepterait pas, je ne sais pas, un cours à $50 à quelques mois maintenant de l'IPO d'Aramco. Plus les cours sont stables et plus les investisseurs auront envie de prendre un ticket sur Aramco. C'est très juste, mais en même temps, il faut qu'elle vende son pétrole pour faire tourner le pays tous les jours. Donc elle peut essayer de baisser encore davantage sa production, mais il y a une limite parce que l'Arabie Saoudite s'endette. Donc l'Arabie Saoudite, évidemment, son cauchemar, ce serait que le pétrole tombe au moment de cette opération, mais ça ne serait une bonne nouvelle pour personne. Un petit mot de la politique. Les investisseurs sont rassurés aujourd'hui de la victoire de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, sauf que dans 2 mois, on a les élections françaises, dans 7 mois, les législatives en Allemagne. Et puis dans le même temps, on a de bons indicateurs macro, de bons indicateurs micro. Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce que vous positionnez votre portefeuille? Vous avez bien décrit le contexte. On a cette reprise économique qui est à peu près simultanée dans le monde entier et qui porte la marche des entreprises et donc les actions. Et de l'autre, on a cet inconnu politique dont une des hypothèques vient d'être levée hier en Hollande. Ça a rendu ce matin le marché assez euphorique. L'élection la plus importante, c'est l'élection française, mais elle sera en 2 temps. Il y a l'élection présidentielle, l'élection législative. Donc le feuilleton va continuer. Et puis, vous l'avez rappelé, il y a l'Allemagne. Et il y a aussi la Chine, parce que c'est une autre sorte d'élection, mais c'est quand même la renomination potentielle du président Xi Jinping. Et c'est pour ça qu'on pense que la Chine va essayer de tenir l'économie mondiale. Comment se placer là-dedans? On le comprend. On est toujours inquiet et finalement, dès que soit un mauvais scénario se produit ou un bon, le marché a tendance à rebondir. Donc on ne peut pas être en dehors du marché. On ne peut pas être non plus béat d'optimisme parce que ce risque politique, il a un risque, il peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Donc l'investisseur doit rester à son niveau d'équilibre et c'est ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'au niveau d'équilibre de position action qui lui convient. Merci beaucoup Guillaume Dard, merci d'avoir été avec nous. Guillaume Dard, le président de Montpensier Finance, qui était au micro d'Aïcha Missi depuis la convention de l'Anacofi qui se tient aujourd'hui à Paris.